Bon, voilà, nous allons donc commencer cette leçon qu'on avait introduite la fois passée. Donc, cette leçon qui porte sur les civilisations africaines anciennes. Et ça fait suite donc aux leçons qu'on a déjà étudiées en histoire, notamment donc les civilisations paléolithiques. Ensuite, on a enchaîné avec le néolithique. Et maintenant, nous en sommes à l'étude de la civilisation de l'Égypte pharaonique. C'est une leçon très intéressante. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il y a cette notion-là qui nous intéresse, la notion de civilisation. Et la fois passée, je vous avais interpellé par rapport à la définition d'une civilisation. Si on peut reprendre cela, on peut mettre les éléments qui permettent de comprendre véritablement ce que c'est qu'une civilisation. Selon vous, qu'entend-on par civilisation? Et si possible même, donnez-moi des exemples de civilisation. Quand on dit civilisation de l'Égypte pharaonique, une civilisation c'est quoi? C'est l'ensemble des cultures. Donc dans une civilisation, il y a des valeurs culturelles. Des valeurs culturelles. Quels sont les éléments constitutifs d'une culture? Qu'est-ce qui constitue la culture? Oui, Damien? Il y a les coutumes. Très bien. Il y a quoi également, Fatou? Tradition. La tradition. Et quoi d'autre, Bounama? Les cérémonies. Donc, les cérémonies renvoient toujours à la culture. Il y a des cérémonies, et par cérémonie, on peut spécifier. Il y a des cérémonies comme mariage, le mariage. Il y a des cérémonies comme baptême, comme le en wolof, mais en français on dit circoncision. Circoncision chez les hommes, mais chez les femmes on dit excision. Excision. J'aimerais bien que vous me donniez des exemples. Exemples de civilisation. Un exemple de civilisation. La civilisation africaine. Est-ce que là, c'est pas un peu vague? Africaine. L'Égypte fait partie de quel continent? Donc, la civilisation de l'Égypte pharaonique fait partie des civilisations africaines. Quelle autre civilisation on peut? Si je dis culture Diola, la culture Diola est civilisation négro-africaine. Négro-africaine. Culture Diola et civilisation négro-africaine. Y a-t-il une nuance? La culture Diola concerne qui? L'ethnie Diola. Qui se trouve où? Dans quelle région? En Casamance. On peut dire aussi la culture c'est Sérère, les Sérères. La culture Wolof. La culture Alpulaar. Mais que ce soit Diola, Sérère, Alpulaar, Wolof, tout cela intègre ce qu'on appelle la civilisation négro-africaine. C'est un thème important. Pourquoi c'est important? Parce que l'année prochaine, du moins en terminale, vous allez voir, donc, à la fin du programme, ce qu'on appelle civilisation négro-africaine. C'est dans le programme de terminale. Et c'est évalué au bac. Négro-africaine. Donc, par civilisation négro-africaine, on entend noir, négro-africaine, donc en Afrique. Donc, ce sont des civilisations qu'on trouve au sud du Sahara. Et là, si vous prenez la carte que je viens de vous donner, le document 1,
le document 1. Quel est le titre de ce document? L'Égypte pharaonique. Le qualificatif pharaonique, ça renvoie à quoi? C'est quoi un pharaon? C'était un chef religieux. Il a à la fois une dimension temporelle et une dimension spirituelle. Si on prend par exemple au Sénégal, donc les royaumes, quels étaient les chefs? On prend le Cayor. Comment on appelle celui qui dirigeait le Cayor? Le Damel. Si on prend le Baol, Bourg, non, autre chose que Bourg, c'est le Teigne du Baol. Donc, il y a des titres qui renvoient à quoi? Qui renvoient à l'autorité. Mais observez bien la carte. Qu'est-ce qu'on a? Quel est l'élément particulier qui détermine cette région? Non, la Méditerranée est en haut. Mais il y a un tracé en noir. Ce tracé en noir représente quoi? Représente le Nil. Qu'est-ce que c'est que le Nil? Très bien, c'est un fleuve. Il est délimité par quoi? À l'ouest, le Nil est délimité par le désert de Libye. Donc, c'est une région sèche. C'est un désert. À l'est, le Nil est délimité par quoi? La mer Rouge. Mais avant la mer Rouge, qu'est-ce qu'on a? Le désert? Le désert arabique. Donc, le Nil est entre deux déserts. N'est-ce pas? Maintenant, s'il n'y avait pas de Nil, que deviendrait cette région? Cette région se deviendrait carrément désertique. Donc, si réellement, ici, dans cette région, il y a des populations qui vivent, il y a des populations qui réalisent des activités, cela est lié à quoi? Cela est lié à la présence du Nil. Et cela renvoie à quoi? Renvoie à l'affirmation de l'historien grec Hérodote qui disait quoi? L'Égypte est un don. L'Égypte est un don du Nil. Un don du Nil. Ça veut dire quoi? L'Égypte est un don du Nil. Ça veut dire que sans le Nil, rien ne peut se réaliser ici. Il n'y a pas de vie. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos du néolithique? On avait dit que le néolithique a connu une péjoration climatique à 6000 ans avant Jésus-Christ. Le Sahara s'est desséché. Le Sahara s'est desséché. Qu'est-ce que les populations ont fait? Les populations ont migré vers les régions humides, c'est-à-dire les régions où il y avait des cours d'eau. Certaines populations sont parties vers le Nil, d'autres sont parties vers le Niger, d'autres vers la Méditerranée, d'autres à l'ouest, d'autres vers le sud, c'est-à-dire vers le fleuve Sénégal. Donc si ces populations qui vivaient au Sahara se sont dispersées, c'était des populations noires. Ça veut dire quoi? Si on doit analyser la population de l'Égypte, ça veut dire que la population égyptienne est de quelle couleur? C'est une population noire. Et il y a un grand professeur du nom de Cheikh Anta Diop, donc qui a fait des études intéressantes sur l'Égypte et qui considère que donc les populations de l'Égypte étaient des Noirs. Et ça, il va le confirmer même en utilisant la langue ancienne qui était parlée en Égypte. Maintenant, si vous regardez la carte de nouveau, nous avons en haut ce qu'on appelle la basse Égypte et vers le bas, nous avons la haute Égypte. Mais le problème, c'est la délimitation. Délimiter, ça veut dire quoi? Nous avons ce qu'on appelle des cataractes. Cataracte, c'est pas ce que les personnes âgées ont dans les yeux. Cataracte. Ici, cataracte renvoie à des sortes de chutes. Des chutes. Donc là, nous avons première cataracte. Et là, nous avons deuxième cataracte. Et nous avons un territoire qu'on appelle Nubie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut plus ou moins délimiter l'Égypte. On a dit, à l'ouest le désert libyque,
À l'est, le désert arabique. Maintenant, du nord au sud, nous avons la Méditerranée. La Méditerranée, c'est là où le Nil se jette, donc dans la mer. Mais en allant vers le sud, la délimitation de l'Égypte, ça s'arrête à la première cataracte. Donc après la première cataracte, nous sommes dans un autre territoire, et ce territoire-là est appelé la Nubie. Donc ici, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? Le pays et les hommes. Nous avons des Noirs qui peuplent l'Égypte, mais comme c'est un territoire ouvert, il y a des populations blanches qui vont également cohabiter avec ces Noirs. Maintenant, du point de vue géographique, le Nil est le principal cours d'eau qui détermine la vie au niveau de cette région. À l'ouest du Nil, on a un désert, le désert libyque. À l'est du Nil, on a le désert arabique. Et c'est ça qui justifie que le Nil constitue le principal élément qui détermine la vie, les activités des hommes. Et c'est ici, dans cette région, connue sous le nom d'Égypte, que l'une des plus brillantes civilisations de l'histoire de l'humanité a vu le jour. Nous sommes à 4000 ans avant Jésus-Christ. 4000 ans avant Jésus-Christ. Sur les bords du Nil, un peuple a mis en place une civilisation. C'est quoi une civilisation? Ça nous permet maintenant de voir les différents aspects à travers le plan. Nous avons d'abord le pays et son histoire. Ensuite, nous avons les grandes divisions de l'histoire de l'Égypte, les grandes divisions de l'histoire de l'Égypte pharaonique. Comme on a parlé des hommes, nous avons également la société égyptienne. La société égyptienne. Et en dernière partie, parce que nous avons dit que c'est ici où ce peuple-là a mis en place une brillante civilisation, les éléments d'une civilisation, nous avons l'art, la religion, la science. Et voilà les éléments qui permettent de comprendre véritablement ce que c'est qu'une civilisation. Voilà pourquoi on dit que en Égypte ancienne, il y avait une civilisation. Ça, c'est un mode de vie. Ça, c'est une forme d'organisation. Et dans un premier temps, nous allons voir le pays et son histoire. Pour le pays, nous l'avons caractérisé. Donc, tout s'articule autour du Nil. Et l'histoire maintenant est divisée en différentes phases. Quelles sont les phases? Ici, on parle de périodes. Les périodes, on appelle ça empire. Empire. Quand on dit empire en Égypte ancienne, ça renvoie à période. Donc, c'est les grandes divisions. Nous avons l'ancien empire, le moyen empire et le nouvel empire. Et ça, c'est depuis moins 2900. Quand on dit moins 2900, c'est 2900 avant Jésus-Christ. 30 dynasties. 30 dynasties vont voir le jour en Égypte. Et c'est de moins 2900, ça veut dire 2900 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à moins 330 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, depuis que l'Égypte a été réunifiée, Haute et Basse Égypte, jusqu'à l'invasion de l'Égypte par les Romains. Et c'est là où l'Égypte va perdre son indépendance. Et maintenant, ce sont ces grandes phases-là qui nous permettront de comprendre comment la société égyptienne est organisée et quels sont les éléments constitutifs de l'art, de la religion et de la science. Et quand on verra tout ça, on aura maintenant un élément essentiel
pour pouvoir donner une véritable définition de ce que c'est la notion de civilisation. On pourra dire qu'effectivement en Égypte, il y avait une civilisation. C'est comme si c'est une sorte de baraka. Sans le Nil, rien n'est possible. Le Sahara, c'était comme ça. C'était une région prospère. Quand le Sahara s'est desséché, les populations sont parties. Imaginez par exemple ici, dans cette région, on se réveille un jour, le Nil se dessèche, il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Les populations vont partir. Et où est-ce qu'elles vont partir? Les endroits humides. Ici, par exemple, en Afrique, si vous quittez l'Égypte, quels sont les endroits où les populations pourront retrouver de l'humidité? La vallée du fleuve Sénégal, c'est loin, mais la Méditerranée, les bordures de la Méditerranée, mais également vers le sud, vous avez le lac Tchad. Vous avez aussi le Niger. Donc ces populations vont aller vers ces régions humides. Ça veut dire quoi? L'homme est ainsi. Depuis la préhistoire, l'homme ne s'installe que là où les conditions sont réunies, c'est-à-dire sa survie et sa sécurité. C'est parce qu'ici, il y a des possibilités de survie que l'homme s'est installé. Maintenant, quand il s'installe, il développe des activités. On l'avait dit au néolithique, l'homme se sédentarise. Il va pratiquer l'agriculture. Le Nil, c'est un fleuve. Il y a de l'eau. Donc, il va irriguer. Il va faire des digues. Et comme il vit là, il va organiser une vie sociale. La religion commence. L'art commence. Et c'est ça que nous allons voir avec les grandes réalisations, les pyramides. Ces grandes pyramides, ces édifices gigantesques que ces populations ont construits ici. Mettez un point. Toutes les activités de ce pays, dépendaient pour l'essentiel du fleuve. Dépendaient pour l'essentiel du fleuve. Donc c'est le fleuve qui rythmait leur vie. Point. Vous posez l'écritoire, on va essayer de voir quels sont les hommes qui vivaient dans cette région. Prenez le document 2. Ablaï, tu lis? Document 2. Non, attention, le titre d'abord. L'origine des Égyptiens. Ça veut dire quoi? D'où venaient les Égyptiens? Vas-y. Deux phases principales. Moins 7000. Ça, c'est le 6e millénaire. Le Sahara s'est desséché. Le Sahara est devenu aride. Oui. L'Afrique équatoriale était probablement une zone de forêt pour attirer les hommes. Aussi, les derniers nègres qui vivaient au Sahara auraient quitté pour émigrer vers le Nord, à l'exception. Peut-être de quelques pilotes égarés sur le reste du continent, soit parce qu'ils ont émigré vers le sud, soit qu'ils sont montés. Très bien, tu arrêtes là, qu'ils sont montés vers le nord. Fatou, tu continues? Peut-être les premiers convertis dans le Nil, une population nègre autochtone. Quoi qu'il en soit, c'est de l'adaptation progressive aux nouvelles conditions de vie que la nature a assignées à ces différentes populations nègres. Que naîtra le plus ancien phénomène de civilisation que la Terre ait connu. Et l'auteur, c'est Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture. C'est sa thèse de doctorat. Donc, il a soutenu une thèse de doctorat sur ça. Nation nègre et culture. Je crois que prochainement, je vous apporterai un des tomes, n'est-ce pas, de cette thèse de Cheikh Anta Diop. C'était qui Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop, c'était qui? Un écrivain. Oui, il a écrit. Mais dans quel domaine on l'a surtout connu?
un historien, un scientifique. Il a fait de la philosophie, il a fait de la linguistique. C'est un homme qui a embrassé beaucoup de spécialités. Et il a créé un célèbre laboratoire, le laboratoire de carbone 14. Carbone 14, à ne pas confondre avec carbone 12. Le carbone 14, comme on l'avait dit, c'est donc un moyen pour dater, un moyen de datation. Mais que veut dire Cheikh Anta Diop dans ce texte? Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce texte? Ouais? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? La population égyptienne était noire. Il veut nous montrer très bien que la population égyptienne était d'origine noire. Pourquoi il veut nous montrer ça? Parce qu'il y a d'autres spécialistes qui voulaient nous faire croire que les Égyptiens n'étaient pas des noirs, mais des blancs. Donc il vient confirmer, il vient infirmer les thèses qui étaient avancées jusque-là. Donc si on se réfère, parce que Cheikh Anta Diop c'est une référence, si on se réfère au propos de Cheikh Anta Diop, on peut retenir d'emblée que l'Égypte pharaonique, les premiers Égyptiens qui ont vécu sur cette terre-là étaient des Noirs. Et ça, vous aurez la chance peut-être de voir quand vous regardez les peintures, les dessins qui ont été réalisés par les Égyptiens, les dessins de profil, c'était tous des Noirs. Le premier qui a réunifié la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, c'était un Noir, Narmer. Quand vous voyez son nez, l'année prochaine, vous verrez ça dans une leçon en première, les races. Une des caractéristiques de la race noire, c'est le nez épaté. Un gros nez. C'est les grosses lèvres. C'est les pommettes saillantes. C'est la couleur des yeux. C'est les cheveux crépus. Donc si on s'appuie sur ces considérations, on peut dire donc que les premiers Égyptiens qui ont vécu sur cette terre-là étaient des Noirs. Regardez le document 3. Quelle est la nature de ce document-là? Nature. C'est une? Très bien. Une frise. Pas un tableau, mais une frise. Voilà, la forme. À quoi ça sert cette frise? À déterminer les périodes qui ont marqué quoi? L'évolution de l'Égypte pharaonique. Exploitons la frise. Quelles sont les grandes périodes? Pour lire la frise, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller vers, pour lire un document, un tableau, une carte. Qu'est-ce qui permet de lire la carte? La légende. Regardez la légende de la frise. Qu'est-ce qu'il y a dans la légende? Il y a les capitales. Ensuite, période d'épanouissement, c'est-à-dire les périodes prospères, les périodes de troubles. Si vous regardez la frise, il y a combien de périodes prospères ou périodes d'épanouissement? 3. Lesquelles? Très bien. Moyen Empire, Nouvel Empire. Et quelles sont les périodes de troubles? Pays divisé. Oui. Royauté multiple. Royauté multiple, oui. Les Hyksos, la basse époque. Ça veut dire quoi? Si on veut résumer tout cela, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'évolution historique de l'Égypte pharaonique en s'appuyant sur la frise? Diédiou. Si on veut exploiter la frise, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'évolution historique de l'Égypte pharaonique? Regardez la première période. D'abord, ça va de quelle date à quelle date? Toute l'histoire de l'Égypte pharaonique. De moins 2900 à moins 30. Moins 30. Regardez la fin de la frise. Moins 2900 là à moins 30. La première période, c'est-à-dire avant moins 2900, on a dit que le pays était divisé. Ça veut dire que ce n'était pas unifié. Qui va réaliser l'unification? Un monsieur, un souverain qu'on appelle Narmer. Et les Grecs même
lui avait donné le surnom de Ménès. Ménès. Narmer Ménès. Regardez la carte. Document 1. On a Basse-Égypte et Haute-Égypte. Donc c'est Narmer qui a réalisé la réunification de la Basse-Égypte et de la Haute-Égypte. Parce qu'avant, les deux étaient séparés. La Basse-Égypte était là, vers la Méditerranée. La Haute-Égypte était là, vers le sud. Mais c'est lui, pour la première fois, qui a réalisé la réunification. Et l'histoire de l'Égypte, véritablement, va commencer. Et elle va commencer avec quoi? L'Ancien Empire. Il a été marqué par combien de dynasties? 6 dynasties. De la première dynastie à la 6e dynastie. Quels ont été les pharaons les plus célèbres qui ont marqué cet ancien empire? Vous avez Gézer, vous avez Snéfrou, Khéops, Képhren, Mykérinos. Gézer, qu'est-ce qu'il a réalisé? Pyramide de Saqqara, pyramide à degré de Saqqara. Snéfrou, qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a mené des campagnes militaires. Khéops, Képhren et Mykérinos, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Les plus grandes pyramides de l'histoire de l'Égypte. Pyramide de Khéops, de Képhren et de Mykérinos. C'est des monuments majestueux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? À partir de moins 2280, l'Égypte entre dans une phase de troubles. Et ces troubles-là ont été marqués par combien de dynasties? De la 7e à la 10e dynastie. L'Égypte est en trouble. Ça ne va plus. Et à partir de moins 2060, qu'est-ce qui se passe? L'Égypte retrouve sa splendeur. Cette période est connue sous le nom de Moyen Empire. Quelle était la capitale du Moyen Empire? Thèbes. Si on prend l'Ancien Empire, quelle était la capitale? Memphis. Donc il y a un changement de capitale. Changement de capitale. Regardez la carte. Où se trouve Memphis? En Basse-Égypte. En Basse-Égypte. Où se trouve Thèbes? Regardez vers le sud. En Haute-Égypte. Donc ce qui veut dire qu'en fonction des périodes, il y a un changement de capitale. Et maintenant, le Moyen Empire sera couvert par combien de dynasties? De la 11e à la 12e dynastie. Quels sont les souverains les plus célèbres qui ont marqué cette période? Amenemès. Voilà, Amenemès. Oui, ensuite, Sélostris III, qui a surtout réalisé de grandes campagnes militaires contre les Nubiens. Regardez la carte. Où se trouve la Nubie? Au sud. Ça veut dire que l'Égypte a fait des expansions coloniales et descendu vers le sud pour conquérir des régions. Ensuite, à partir de la 12e dynastie, qu'est-ce qui va se passer? Des troubles. Nous entrons dans une phase de troubles à partir de moins 1785 jusqu'à moins 1580. Quels sont les peuples qui vont plus ou moins envahir l'Égypte? Les Hyksos. Et les Hyksos vont régner en Égypte près de 100 ans. De la 13e dynastie à la 17e dynastie. Et à partir de la 17e dynastie, changement encore. L'Égypte entre dans une nouvelle phase. Cette nouvelle phase est connue sous le nom de le Nouvel Empire. La capitale reste toujours à Thèbes. Et le Nouvel Empire sera marqué par combien de dynasties? 18e à 20e dynastie. Quels sont les pharaons les plus célèbres qui ont marqué ce Nouvel Empire? Aménophis Ier, qui a ramené la paix. Ramsès II, que vous connaissez. Ramsès II. Je vous interpelle. Quand on dit Ramsès II, y a-t-il un rapport avec la religion juive? Quel est le rapport? Comment s'appelait le monsieur-là qui était en Égypte et qui a marqué l'histoire des Juifs? Qui a traversé, on dit qu'il a traversé même la mer Rouge. Ramsès II, c'était un pharaon. Mais il y a un monsieur
n'est-ce pas, qui a grandi en Égypte et qui va chercher ce qu'on appelle la terre promise. Hein? Pas Joseph, mais Moïse. Nous sommes en Égypte et nous retrouvons l'histoire de Moïse. Ramsès II, il est très célèbre. Et le dernier, il s'appelle comment? Aménophis IV, c'est lui qui a réalisé des innovations religieuses. Maintenant, à partir de moins 1085, nous entrons dans une phase de basse époque. Et cette phase de basse époque est une phase trouble. L'Égypte sera envahie par qui d'abord? Avant, oui, les Perses. Mais avant les Perses, attendez, comment progressent les années? Nous avons moins 2900. Ça veut dire 2900 avant Jésus-Christ. Maintenant, comment on va progresser? On quitte moins 2900 pour aller vers moins 2800. Moins 2700, moins 2600, moins 2500, etc. Jusqu'à Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on appelle en histoire BP, before present. Avant le présent. À partir de Jésus-Christ maintenant, les années augmentent. Ici, c'est la décroissance et là, c'est la croissance. Vous avez l'an 0, ainsi de suite, et vous montez. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2018. Après, c'est 2019, 2020, 2021, etc. Mais si c'était là, on aurait dit 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, jusqu'à 0. Et de 0 maintenant, ça croît. Donc, il faut, quand on a moins 666, c'est avant moins 500, moins 525. Donc, les premiers qui ont envahi l'Égypte, ce sont les Assyriens. Les Assyriens venaient de la Mésopotamie. Donc, des peuples venus d'ailleurs vont venir envahir l'Égypte. Ensuite, les Perses. Quelle est la région actuelle des Perses? La région actuelle des Perses, c'est l'Iran. Les Iraniens actuels, ce sont des Perses. Voilà. Donc, nous avons aujourd'hui présenté une leçon portant sur la civilisation de l'Égypte pharaonique. Là, c'est une leçon quand même qui est très importante dans le programme d'histoire de seconde, parce que ça montre la centralité même de la notion de civilisation, n'est-ce pas, au niveau de cette leçon-là. Cette notion-là est essentielle. Pourquoi? Parce que ça va revenir en classe de terminale et ça permettra aux élèves, n'est-ce pas, déjà à partir de la seconde, d'être bien imprégnés de certaines notions essentielles qu'ils n'attendront pas d'arriver en terminale pour comprendre. Et mieux que ça, dans le cadre de l'interdisciplinarité, cette notion-là interviendra aussi en philosophie, parce que c'est des élèves qui sont appelés à faire de la philosophie avec leurs profs et qui vont parler de civilisation, qui vont parler de culture. Et ici, nous avons un exemple pertinent, l'histoire de l'Égypte pharaonique. C'est une histoire qui a pratiquement suscité de grands débats à travers le monde, et ça permet maintenant d'apporter des éclairages aux élèves concernant maintenant certains grands chercheurs comme Cheikh Anta Diop et tout cela, donc qui ont réalisé de grands travaux concernant cette région. Aujourd'hui donc nous avons abordé cette leçon à travers 4 parties. La première partie porte sur la présentation du pays et son histoire. La deuxième partie, donc nous avons abordé donc les grandes divisions chronologiques de l'histoire de l'Égypte. La troisième partie, l'étude de la société égyptienne, et la quatrième partie a été réservée à l'étude de l'art, de la science, de la religion. Donc tous ces éléments-là qui, mis ensemble, permettent véritablement de donner un sens à la notion de civilisation. C'était ça notre travail, et heureusement nous avons pu réaliser des documents assez pertinents qui ont permis aux élèves de comprendre véritablement le sens de cette leçon, mais surtout les enjeux compte tenu du fait que les leçons précédentes qui ont porté sur le Sahara au néolithique et tout cela permettent de comprendre véritablement comment au niveau de cet espace très très hostile, avec le Nil comme seule artère, n'est-ce pas, permettant de réaliser des activités,
Donc ces populations ont su mettre en place ici, 4000 ans avant Jésus-Christ, l'une des civilisations les plus brillantes de l'histoire de l'humanité. Et cette civilisation, sa brillance, repose sur quoi? Repose principalement sur l'écriture. Parce que l'année prochaine, en première, ils vont voir des thèmes portant sur l'impérialisme, et avec l'impérialisme, ils se rendront compte que l'Afrique a été pratiquement dénigrée, l'Afrique a été critiquée, comme quoi c'est un continent qui n'a pas d'histoire, comme quoi c'est un continent qui est composé de barbares. Et ils n'ont donné de référence qu'à l'écriture. Et ici, ça apporte un démenti formel que l'Égypte connaissait l'écriture, que l'Afrique aussi connaissait l'écriture, que cette écriture-là a permis de réaliser d'excellentes choses au niveau maintenant de cette vallée du Nil. C'était tout le sens de cette leçon d'aujourd'hui.